Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. Je suis très heureux de savoir que vous écoutez. Ce qui est très drôle avec un gars comme moi qui a fait plus de 40 ans de radio, il y avait une période de la journée. On était le matin très très longtemps. L'après-midi, on savait que vous étiez là. Mais là, avec Internet, c'est extraordinaire. Des gens qui écoutent en allant au chalet, dans l'avion, 20 jours plus tard, 3 ans plus tard. C'est vraiment intéressant. Merci d'être là. Et si vous voulez nous écrire, vous avez des suggestions à faire, des suggestions d'invités, il y en a plusieurs qui le font. Je l'apprécie. GilesParent.com, il y a l'onglet Contact. Vous pouvez me parler ou m'écrire, il n'y a aucun problème. On nous parle d'inflation pendant de parler de guerre, de pétrole, mais est-ce toute la vérité? Pendant que les consommateurs coupent dans leur panier, certains acteurs de l'industrie semblent assez bien s'en sortir. Aujourd'hui, je reçois l'excellent, célèbre food professor Sylvain Charlebois. Inflation, étiquetage controversé, pétrole, fraude alimentaire. Est-ce qu'on se fait avoir? Bonjour, le food professor, comment allez-vous? Bonjour Gilles, ça va? Oui, très bien. Toujours un plaisir de vous parler. Et vous faites réagir. Je vous disais hors d'onde que ma sœur, qui est agronome, travaille pour la terre de chez nous. Et elle me disait qu'il y a des agriculteurs qui disaient c'est le food professor, il brasse la cage. Mais j'ai dit, j'ai dit à ma sœur, je soupçonne qu'il aime ça. Pas brasser la cage pour dire n'importe quoi, mais pour brasser le monde. Parce que le syndicat des agriculteurs est assez solide au Québec quand même, hein? Oui, absolument. Et je respecte le mouvement quand même. L'Union des producteurs agricoles, c'est une force qui n'existe pas ailleurs, vraiment. Là, c'est unique au Canada. Mm-hmm. Mais c'est sûr que, surtout, c'est la gestion de l'offre. Là, j'ai toujours exprimé mes inquiétudes par rapport à la gestion de l'offre. Puis il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de membres de l'Union des producteurs agricoles qui ne veulent pas de débat. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que mon travail à moi, c'est d'inviter les gens à un débat. Mm-hmm. Chose que j'ai faite ailleurs au Canada, mais au Québec, c'est sûr qu'il y a de la résistance. Là. Fait que, mais dans le fond, moi, mon travail, c'est vraiment de dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Okay. D'abord et avant tout. Le public d'abord, même si tu es un scientifique, parce que tu travailles de façon scientifique à l'université, mais je veux dire, quand tu t'adresses publiquement aux médias, tu t'adresses au public, dans le fond, c'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. Donc, bien sûr, je vais aussi donner des conférences à des groupes. Aux étudiants, des groupes, oui. Producteurs agricoles, transformateurs, agents, ça varie beaucoup. Mais en gros, je vais toujours, évidemment, j'écris dans les journaux en anglais et en français, puis c'est sûr que les gens de l'Union des producteurs agricoles vont lire mes écrits. C'est drôle, j'ai jamais été invité à écrire pour Terre de chez nous. Okay. J'entends toujours l'invitation. C'est un journal qui appartient à l'Union des producteurs agricoles. OK, quand même. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que, mais c'est correct. Mais je trouve que, tu sais, avec les années, ça fait 25 ans, je fais ce que je fais. Puis c'est sûr que les gens ont commencé à apprécier mon point de vue. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gens au Québec qui osent osent contrarier, osent peut-être mettre au défi certains paradigmes. Est-ce qu'il y a des gens qui, dis-moi Sylvain, est-ce qu'il y a des gens qui privément te le disent, mais tu comprends qu'ils peuvent pas sortir publiquement parce qu'ils se mettent en danger, mais dehors de ces gens-là, c'est sûr. Ah oui, absolument. Toujours. Oui, hein? Oui. À chaque fois, tu sais, je vais donner une conférence ou je vais peut-être faire un webinaire, je vais recevoir un courriel, je vais recevoir un appel, tu sais, Sylvain, t'as raison. On comprend ce que tu essaies de faire, là. Tu sais, on comprend très bien, mais nous, on peut rien dire. Puis le domaine agroalimentaire, c'est un domaine qui est si serré, tout le monde se connaît, on a des liens, puis tu sais, je comprends, là. Je comprends. Moi, je suis un chercheur indépendant. Je dis ce que je pense. Il y a peu de gens qui peuvent faire ça, là. C'est vrai. Mais je m'attends pas à ce que une personne qui est un leader, une personne influente au sein de l'agroalimentaire au Québec, m'appuyer publiquement, là. Je m'attends pas du tout à ça. Ce qui arrive souvent, si on regarde en politique, si on regarde dans bien des domaines, ces gens-là les langues vont se délier après, quand ils arrivent à retraite, quand ils sortent du milieu. Tu comprends? C'est là qu'ils vont être plus à l'aise de dire ce qu'ils pensent vraiment. C'est toujours, c'est un intérêt, ça s'explique, là. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Il n'y a pas de problème. C'est drôle parce que j'étais à Calgary la semaine passée, j'avais une conférence et dans la salle, il y avait
Kim O'Connell, qui est membre de l'Ordre du Canada, là, c'est pas un deux de pique, c'est quelqu'un c'est une légende dans le domaine agroalimentaire. Puis lui, il avait jamais rien dit sur mes propos. Après ma conférence, il s'est levé, il est allé au micro pour dire Charlebois is right. Oh. Charlebois a raison. Ça fait du bien. Hein? Non, mais ça te fait plaisir. Il est à la retraite. Il est à la retraite. Mais oui, est-ce qu'il l'aurait dit il y a 15 ans? C'est ça la question? Ben non. Non. Ça veut dire qu'il pense. Il l'aurait pas dit pour rien. Parfait. Mais c'est une bonne nouvelle. Dis-moi, est-ce que c'est, je fais une petite parenthèse, on a du temps un petit peu. Est-ce que c'est tes propos puis ton libre penseur, ta façon d'être libre penseur qui a fait que la presse se dit, on sait pas comment, mais on va se passer de toi? Ah, pour la presse? Ouais. Parce que t'étais là longtemps, puis de ce que j'ai compris, c'est pas toi qui as décidé de partir, à moins que je me trompe. Non, c'est vrai. C'est exactement ça. En fait, j'ai reçu un appel de François Cardinal et puis on m'a dit, moi j'ai affiché sur Facebook et sur X un message qui, en fait, j'exprimais mes inquiétudes par rapport au programme de financement des médias. Okay. Tout simplement. Et puis je percevais, depuis quelques années, je percevais un biais, puis on évitait certains sujets pour expliquer l'inflation, pour expliquer telle ou telle chose. Ça l'a pas passé à la presse. Ouais, non? Non, pas du tout. D'ailleurs, le Journal de Montréal a interviewé François Cardinal et c'est exactement ça qu'il a dit. C'était dans le journal, je pense, la semaine passée. Fait qu'après, après 25 ans, j'ai écrit pour la presse gratuitement. J'étais pas payé, là. Je faisais ça gratuitement, bénévolement. Ça me faisait plaisir. Je pensais que c'était mon travail de le faire. Et puis, en fait, dans le fond, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on met sur pause temporairement ma chronique. Mais moi, j'ai l'impression que c'est de façon permanente. Je respecte leur décision, mais moi, ça me préoccupe beaucoup parce que je sentais Moi, je sens qu'on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense, là, tout d'un coup. T'es pas tout seul à penser ça, puis à le vivre. Ben oui. Et puis là, Gilles, j'ai reçu une note hier du Parlement du Canada m'invitant à témoigner jeudi sur ça. Sur ce qui s'est passé avec la presse. Est-ce que tu vas y aller? Ben oui, j'y vais. Ben c'est sûr. T'es pas le genre à reculer, mais en même temps, je me dis, bon, ils veulent t'entendre, c'est bon. Mais c'est pas mon domaine de recherche. C'est ce que je trouve bizarre, Gilles, c'est que on a mis ma collaboration sur pause pour des propos que j'ai effectués sur un champ de recherche ou un sujet qui est pas mon champ de recherche. Mm-hmm. Ça a même pas rapport à l'agroalimentaire. C'est juste que je trouve que depuis 2-3 ans, tu sais, contrairement au podcast comme le vôtre, là, tu sais, où ce que j'ai pas de notes, je dis ce que je pense. Mais là, tout d'un coup, je sens que c'est de plus en plus difficile d'exprimer ses pensées par le biais des médias. Puis j'ai besoin des médias pour faire mon travail, là. Et puis j'ai été extrêmement. En fait, j'ai pas juste été déçu, j'ai été blessé. Un peu. Je comprends. Tu as le droit de le dire. Écoute, en même temps, ce qui est un peu ridicule, pas ce qui est ridicule, mais ce qui est évocateur. Je vais dire plus évocateur, puis c'est plus ça. Les médias ont beaucoup de difficultés présentement, sont en descente, en code d'écoute, sont en descente, tu le sais. La multiplication de l'offre fait ça. Et moi, j'ai dit aux gens, j'ai pas besoin, je suis pas un chercheur, je suis un observateur parce que j'ai étudié en sciences politiques, en sociologie. J'ai passé ma vie à écouter du monde puis à parler du monde, mais je vois quand même qu'est-ce qui se passe. Là. Je le vois, je vois. J'ai 3 enfants, c'est un exemple bien simple. Chez nous, là, j'ai un gars de 34, j'ai un gars de 32, puis j'ai un gars de 23. Il y en a pas un qui a déjà écouté la radio là-dedans. Non, mais c'est la réalité. Je parle à des, t'as-tu des jeunes enfants chez vous? T'as-tu des enfants? Ah ouais, on en a 4. Ils écoutent des podcasts, ils écoutent leurs émissions, ils écoutent leurs affaires, ils écoutent leur musique, ils ont leur, tu sais, on est ailleurs, là. Fait que c'est, dans ce contexte-là, je trouve ça étonnant que on fasse la fine bouche sur les médias traditionnels. Je pense qu'il y aurait avantage à être plus rassembleur que de jouer cette police-là. Mais ça c'est mon opinion. Puis ils n'ont pas besoin de moi. Toi non plus, tu dois dire la même chose. Tu peux continuer à travailler, tu peux faire tes affaires. Puis sans la presse, tu n'auras pas de misère. Là, c'est pas ça. Mais il y a un principe derrière ça. J'ai beaucoup de respect pour la presse, pour François, son équipe. Ouais. C'est juste que lui, il prétend que je minais l'intégrité de sa salle de nouvelles en disant ça. Mais moi, je blâme pas les médias. Moi, je blâme le programme. Tu sais, c'est vraiment parce que c'est une cause partisane, parce qu'on sait bien que les conservateurs sont contre le programme de crédit d'impôt. Alors, c'est une cause partisane actuellement, là. Alors, c'est pour ça que
ça m'a surpris parce que, écoute, je continue à faire des entrevues avec CTV, Global, CBC. J'en fais une demain avec Québécois sans problème. J'ai ma chronique à Salut Bonjour, à LCN. Non, t'es pas mal partout, juste la presse. Il y a juste la presse qui a eu un problème avec ce que j'ai dit. Ouais. Mais tu vas survivre. Tu vas survivre. On va parler un petit peu. Que oui, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance. On va parler un peu des éléments liés à l'actualité, l'inflation alimentaire, la réalité terrain. Est-ce qu'on est en train de nous habituer à payer plus cher l'épicerie pour longtemps? Ouais, je sais pas. On nous programme. Écoute, c'est sûr que le Canada est un problème. Là, on voit que le taux d'inflation alimentaire est plus élevé que la moyenne. Là, c'est le taux d'inflation alimentaire le plus élevé du G7 présentement. On va avoir d'autres chiffres la semaine prochaine, mais c'est sûr qu'il faut se poser la question. Là, qu'est-ce qui se passe là? Oui, comment ça? C'est ça. C'est un bon exemple. Canada, c'est plus élevé qu'ailleurs. Il doit y avoir plusieurs raisons, mais je sais pas. Ben il y a des problèmes. Structurant, à mon avis. Donc, barrière interprovinciale, taxe sur le carbone, gestion de l'offre, toutes ces choses-là, étiquetage, ça fait en sorte que ça coûte très cher faire les affaires ici au Canada. Okay. Puis, évidemment, ça, c'est des choses qu'on voit pas comme consommateur, mais en bout de ligne, là, on restreint la compétition de toutes sortes de façons par la réglementation. Et puis, ça vient qu'à coûter plus cher. Donc, si, par exemple, je sais pas, moi, il y a une crise géopolitique comme on vit actuellement avec l'Iran, là. Oui. Là, c'est plus difficile pour les entreprises de gérer ces contre-coups-là en raison du fait qu'ils n'ont pas d'option, là, tout simplement pas. Fait que c'est pour ça que moi, je suis préoccupé. Mais parce que souvent le problème c'est que ce qui est véhiculé dans les médias c'est que bon il y a les changements climatiques, il y a Trump, il y a l'Iran, puis on spin certaines histoires qui sont cycliques ou temporaires, mais moi je pense que notre problème est ancré dans la structure du marché, point final. Puis ça date pas d'hier, là, ça date de 2008 là. C'est quand Stephen Harper était premier ministre, c'est là que ça a commencé des problèmes. Là. On a vu le taux d'inflation alimentaire dépasser l'index du coût de la vie. On a le delta entre les deux, là. Ça a augmenté depuis 2008, là. Ça fait longtemps, là. Ça fait 18 ans, là. Et puis l'Ukraine, avec l'Ukraine, le delta, en fait, a augmenté, puis c'est probablement que le delta augmente encore avec l'Iran. Alors, on n'a pas une économie agroalimentaire capable d'absorber les contre-coups géopolitiques, puis ça nous nuit. OK, je comprends. Parce que, bon, l'inflation, mais moi, ce qui me frappe maintenant quand je vais à l'épicerie comme ben du monde, c'est l'écart entre les loss leaders, là, les rabais de la semaine et les prix réguliers. Ça nous frappe plus que jamais. Exemple que tout le monde comprend parce que c'est souvent le cas, c'est les fameuses pizzas congelées. Tu comprends? Oh, je voyais le Dr. Octer, des fois, à l'époque, il venait à 2,97, là, il est rendu à 3,17, vraiment loss leader, peu importe. Je sais pas si c'est loss leader, mais c'est bas pas mal. Mais en prix régulier, je l'ai vu aujourd'hui à 7,99. J'ai dit, Caroline, tu sais, il y a quand même un bon écart, là. Fait que, tu sais, on remarque ces écarts-là. Fait que j'ai l'impression que les gens, quand je parle à mes chums, on magasine beaucoup avec les spéciaux. Ouais, non, puis en fait, on le voit, là, on commence... dans le fond, votre question par rapport à est-ce qu'on nous habitue à des prix élevés? Moi, je pense qu'on nous habitue à des spéciaux. OK, oui, c'est une autre façon de le voir, effectivement. Ouais. Les prix élevés restent là, puis les spéciaux, on les regarde, puis souvent on va les chercher. Là. Ben, vous savez, je pense qu'il y a eu quoi, une 70 ou 80 conversions de magasins en magasins à rabais au Québec. Maxi, entre autres. Maxi, Super C. Il y a aussi les centres de liquidation qui prennent de plus en plus de place. Les privés, il y en a de plus en plus, c'est vrai. À Québec, il y en a qui marchent très fort, là. C'est ça, exactement. Puis ce qu'on fait avec les centres de liquidation privés, indépendants, c'est qu'on travaille avec la chaîne d'approvisionnement différemment. On va aller récupérer les surplus, on va récupérer les rejets.
les produits rejetés par les grandes bannières. Il y en a beaucoup. Alors, on est en mesure d'offrir des Il y en a tant que ça. Je suis renversé de ça. Si tu me dis, je peux tenir un magasin puis remplir. Il y en a qui sont assez gros, les magasins rabais à Québec. Puis avec des choses que les grands ne veulent pas, c'est ça, je comprends, essentiellement. Exactement. Wow, il y a un rejet parce que la canne est maganée, le lot a été livré à mauvaise place. Peut-être qu'il y a une palette qui a été en dessous du soleil pendant 5 minutes. La chaîne a été compromise. La chaîne d'approvisionnement a été compromise. Ce genre de trucs-là, les bannières ont des critères très, très risqués. C'est pour ça que je ris beaucoup quand les gens disent ils font pas attention à de la salubrité alimentaire, les épiciers font n'importe quoi. Non. Il y a beaucoup de rejets, on prend pas de chance, on veut pas empoisonner du monde. Mais en même temps, les centres de liquidation en profitent et nous offrent on parle de rabais comme important, là, des rabais archi agressifs, là. Mais en faisant ça, 80%. Ben oui, puis en faisant ça, par contre, il ouvre la porte à la compétition, dans le fond. Tu vas me dire, ils sont tellement gros peut-être parce qu'il y a pas les gros, il y en a 3, 4, 5 au Canada maximum, là. Ben moi j'inclus Walmart puis Costco. Mais mettons Walmart, Costco puis 2, 3 gros là. En faisant ça, il ouvre la porte à ces j'allais dire les mini marchés, mais c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a du monde. Ça marche. L'argent, c'est ça que je trouve ça drôle. L'argent est pas nécessairement dans la vente au détail en alimentation, là, je parle. Là. Oui. Regardez par exemple la compagnie Loblaws. Mm-hmm. Bon, Loblaws génère peu de profit avec la bouffe. Génère beaucoup de profit avec le pharmaceutique, avec le cosmétique. Pharmaprix entre autres, c'est ça? C'est Pharmaprix, effectivement. On va vendre du linge. Les marges sont plus élevées. Donc, c'est pour ça que ça leur dérange pas tant que ça de laisser de la place aux indépendants, sans de liquidation, parce que eux ils peuvent faire de l'argent à vendre du Chanel numéro 5. Ouais, je comprends. Puis le côté rentabilité, c'est toujours la marge, c'est toujours entre 1 et 2% pour l'alimentation. Pour la bouffe, c'est encore moins. Moins que ça. Ah oui, c'est moins que ça. Donc, faut que tu fasses du volume en tabarouette. Ben, c'est pour ça que, puis même, Loblaws a une banque. Tu sais, PC Financial, tu sais, fait qu'il faut pas, quand les gens disent, il exagère, ils nous chargent trop cher, moi, je dis, ils vous chargent, puis si vous trouvez que c'est trop cher, achetez pas, allez ailleurs. Puis, ailleurs, quand vous allez ailleurs, vous avez encore plus de choix maintenant. Ben oui, ça change, ça paraît. Dis-moi, est-ce que il y a une conséquence directe? Là, je sais que t'es pas nutritionniste, mais quand même, j'ai l'impression que écoute, on est tous curieux, à l'épicerie, on regarde les paniers, puis je me dis, est-ce que le risque qu'on mange moins bien s'accélère à cause des prix qui, eux aussi, montent? C'est sûr que... Le craft dinner devient plus intéressant à 99 cents, là. Ouais, non, effectivement, c'est sûr qu'il y a des compromis nutritionnels là, c'est sûr que les gens font plus attention. Dans le fond là, Gilles, il y a l'émergence d'une économie en forme de K. OK, on parle beaucoup de l'économie K là. Mm-hmm. Les gens ne savent pas c'est quoi, mais c'est simple. Tu vas l'expliquer, dis-nous-le. C'est l'érosion de la classe moyenne. Et la classe moyenne est tirée sur deux côtés. Soit sur le côté des riches ou le côté des pauvres. Okay. Donc, on a les riches, et les riches sont pas influencés du tout par l'inflation alimentaire, comme zéro, là. Eux autres, ils vont continuer à acheter le caviar, l'agneau, le homard, peu importe. Okay. Pour ce qui est des pauvres, tu sais, c'est le craft dinner. C'est le jambon. C'est tu sais la dinde pas chère les hautes cuisses de poulet puis exactement. Puis ce groupe-là augmente, puis c'est ce groupe-là qui commence vraiment à regarder les centres de liquidation, aussi les magasins à rabais là. Fait que c'est pour ça que quand on évalue le spectre de l'innovation alimentaire, on voit que c'est de plus en plus difficile d'innover parce qu'on a deux groupes. Soit le groupe des riches qui vont payer ou soit les pauvres. Quand il n'y a pas de classe moyenne, c'est très difficile de créer de la richesse au sein de l'agroalimentaire. Sylvain, honnêtement, là, je t'entends dire ça, puis je comprends très bien. Je pense que les auditeurs et auditrices comprennent aussi, mais ça parle beaucoup, ça explique pourquoi
si je tenais un magasin, mettons IGA, je sais que c'est pas eux autres qui décident tout, là, surtout pas IGA, mais quand même, j'aurais aucun avantage à faire des rabais de fous sur le homard si je pense pas que les gens vont en acheter, tu comprends? Alors que les hautes cuisses, si je fais un paquet économique, m'en vendre en tabarouette, tu comprends? Fait que ça explique les stratégies de promotion aussi. Donc, ça donne rien de fesser sur une clientèle qui, de toute façon, va payer plus cher pour des choses qui valent plus cher, le crabe, n'importe quoi, là, les produits de luxe. C'est le Pâques qu'on vient de vivre là, est un exemple parfait de l'économie en cas. Le jambon était 5% moins cher que l'année passée. La dinde est à peu près le même prix que l'année passée, tandis que l'agneau, plus 8%, le bœuf, plus 14%, le homard, plus 15% et le crabe, plus 17%. Ils savaient qui était leur clientèle pour acheter ça. Parce qu'on peut augmenter le crabe à 17%, ça n'a pas d'importance, le monde va acheter pareil. Ouais, puis ceux qui arrivent serrés, c'est pas dans leur choix. Fait que de toute façon, tu t'adresses pas aux autres. Ça dérange. Exactement. Fait que c'est pour ça que les gens disent, comment se fait que le bœuf est à 14%? C'est parce qu'il y en a qui en achètent. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. L'offre et la demande. Il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens. Il y en a, vers le porc. Qui n'ont pas les moyens. C'est ça. Le porc et le poulet redeviennent populaires. Mais moi, je trouve que le porc, c'est un très, très bon dépanneur. Parce qu'on a du bon porc au Québec. Absolument. On a un Christy bon porc. Des belles coupes. Et vraiment, je suis impressionné. Moi, j'ai jamais compris, Gilles, pourquoi qu'on mise pas. Puis en plus, il y a de très bonnes annonces pour le porc québécois, tu sais, au bye-bye, puis écoute, c'est incroyable. Non, mais c'est les bouchers qui me disent ça. Tu sais, mettons, tu vas acheter un rack d'agneau, puis souvent, la plupart du temps, il va venir de sud, là, ouais. Charlevoix. Ouais, mais au Québec, mais Nouvelle-Zélande, c'est ça que je voulais dire. Il arrive congelé Nouvelle-Zélande, mais quand tu vois ça, le gars, il me dit, pourquoi tu prends pas du porc? Ça va coûter à peu près 60% moins cher, puis bien apprêté, c'est aussi bon. Ben, c'est aussi bon. C'est pas le même goût. Mais je trouve ça intéressant. La promotion du porc, oui, en fond, mais par les prix, en tout cas, c'est sûr que c'est d'intérêt. Je vais te parlant d'intérêt, je vais te parler d'une chose dont on parle pas mal. Je sais que t'as écrit puis t'as jasé là-dessus aussi, le nouvel étiquetage. Parce que, tu sais, ma blonde a dit, nouvel étiquetage, il y a plus les valeurs nutritives. Non, c'est pas une question de valeurs nutritives, ça reste là. C'est juste une nouvelle façon de faire. Est-ce qu'on suit une tendance qui existe ailleurs dans un pays développé, ça? Avec l'étiquetage sodium, sucre et gras? Ouais, c'est ça, c'est les étiquettes Proncipice là. C'est en fait, on a un peu copié le modèle brésilien. En Europe, il y a ça aussi. En Europe, il y a le code, il y a les codes couleurs là. Il y a vert, jaune et rouge. Nous autres au Canada, on a décidé d'aller avec un modèle comme un peu plate là, noir et blanc. Là. Ouais. Donc, si un produit contient plus de 15% de la consommation recommandée pour le sucre, le sodium ou le gras, il faut apposer une étiquette sur l'emballage. Okay. Bon, c'est ça qui est la règle. Fait que là, les gens, depuis quelques années, on voit ces étiquettes-là. Nous, on se rend compte que ça fonctionne. Il y a un impact. Il y a un impact. Il y a à peu près 5% du monde qui ont même pas remarqué encore les étiquettes. Donc, 95% l'ont marqué. Mais savez-vous que quand même, il y a beaucoup de gens qui ont été influencés par ces étiquettes-là. Comme par exemple, dans le cas du Canada, il y a 12% des gens qui ont décidé de ne pas acheter un produit en raison de ce logo-là. Et 63% des Canadiens ont comme hésité, ont regardé et ont considéré d'autres produits. Oh, ça veut dire que l'industrie peut pas prendre ça à légère. À 10-12%, c'est du monde, là. Non. Puis les groupes qui ont été le plus influencés par les logos sont les hommes. Et ça m'a surpris. Versus les femmes, là. Les hommes, on regarde moins souvent les étiquettes, l'information nutritionnelle au dos des produits. Celle-là est plus facile, elle est plus grosse, elle est marquée, puis tu l'as d'en face. Fait que les femmes regardent beaucoup l'information nutritionnelle sur les produits. Alors les hommes, quand on voit le logo, on est un peu plus surpris. Donc 22% des hommes ont été comme influencés lourdement par le logo depuis le début de l'année. Et pour ce qui est des générations, ce sont les plus jeunes qui sont influencés par les logos versus les boomers, par exemple, la génération Z. Ouais. Comment les entreprises vont réagir? Est-ce qu'ils vont essayer de reformuler ou ajouter leurs produits ou ils vont contourner les règles? Ben d'ailleurs, contourner les règles. Ils peuvent pas, hein?
On pauvre pas vraiment. C'est mais ce qui arrive, Gilles, c'est que puis j'ai rencontré plusieurs entreprises au Québec, c'est que si on a à apposer une étiquette sur un nouveau produit, on sort pas le produit. OK. Tu sais? Ouais. Fait qu'en amont de la chaîne, moi j'ai l'impression que d'ici quelques années, il va y avoir de moins en moins de produits avec ces logos-là parce qu'il va y avoir il y a eu beaucoup de reformulations, okay, pour amener ça à 14-13% pour le sucre, le sel, tu sais, pour éviter, parce que les gens, de plus en plus, on va être conditionnés à éviter cette étiquette-là. Par exemple, si tu vends un produit, puis à côté, tu as le même produit, mais il n'y a pas de logo dessus. Oui, j'avoue. Hein? Sais-tu, en tête, là, ce que tu dis là, puis ce que je vois, peut-être je me trompe complètement, puis tu me corrigeras, mais j'ai l'impression, par exemple, dans la section des biscuits, soit biscuits salés ou biscuits sucrés, il y a 40 000 sortes de Whippet. Tu sais, à un moment donné, les compagnies vont peut-être dire, on va se concentrer, on va en avoir, mettons, en version plus légère, pour avoir la base, mais peut-être qu'ils vont avoir une offre qui va être moins débilitante puis extensionnée, ça se peut-tu? Ah, absolument. Kraft Heinz à Montréal investit 250 millions de dollars sur son usine là, dans les prochaines années. Là. Okay. Cette usine-là fabrique 600 différents produits. OK. Oh, OK. Pensez au ketchup. 600. Le beurre d'arachide, le ketchup, le macaroni au fromage. T'sais, vraiment, il y en a, là. C'est des gros vendeurs. Il y en a, là. Puis j'ai visité l'usine l'année passée, là. C'est vraiment impressionnant. Mais savez-vous que d'ici quelques années, avec 250 millions de dollars, ils vont probablement produire probablement la moitié de ces produits-là. OK. Il y en a qui passeront pas la... Ils font pas la cote. C'est ça. Je comprends très bien. La cote du logo. Okay. Fait qu'on on va nettoyer ça un peu, là, pour justement miser sur certains produits. Tu sais, puis il y a aussi là, le phénomène des GLP-1, là. L'Ozempic, là. Le phénomène Ozempic, c'est un phénomène qui est réel, ça. Ah ben oui. C'est réel. Ben oui. Tu sais, fait que ce qui arrive de plus en plus, c'est que les gens évitent les sacs de croustilles, les patates frites, tout ce qui est gras, le sucre. Les gens, quand ils prennent... Il y a 2 millions de Canadiens actuellement qui prennent un médicament GLP-1 pour perdre du poids. Hey, c'est rapide comme croissance sur 40 millions, là, quand même, là. Ouais, puis j'en connais beaucoup au Québec, à Québec aussi, qui prennent... Ils ont fondu comme de la neige. Ah oui, ça marche. Ça marche, Sylvain, c'est sûr. C'est incroyable. D'ailleurs, j'avais une réunion après-midi avec quelqu'un que j'ai pas vu depuis 1 an, puis mon Dieu, où est-ce que tu t'es passé? T'étais fondu! Puis il a dit, j'ai perdu 75 livres. Tu sais, c'est incroyable ce qui se passe. Mais en même temps, ça fait peur à l'industrie agroalimentaire. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de restructuration. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de produits fortifiés à la protéine. Vous remarquez que vous pouvez acheter des Pop-Tarts avec de la caféine, vous pouvez boire du café avec de la protéine. C'est tout de la protéine parce que la protéine, en fait, c'est plus facile à manger, en fait, que pour les gens qui prennent un médicament GLP-1. OK. Mais en tout cas, c'est une nouvelle réalité. Puis moi, j'ai même dit, puis je me gêne pas, j'ai dit, il y a 2 choses qu'on voit beaucoup là dans la société, des gens qui prennent des pilules pour la pression puis le cholestérol. Puis j'ai dit prochainement, moi je dis d'ici quelques années maximum, il va y avoir une autre pilule, ça va être la pilule, le générique peut-être, mais pour perdre du poids, parce que j'ai toujours pensé ça. Quand j'ai commencé ma carrière en radio, j'ai dit, s'il y avait, je te jure, je suis à l'aise de dire parce que j'ai dit, s'il y avait une pilule pour maigrir, Chris, tout le monde la prendrait. Mais c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Actuellement, ça va arriver absolument parce que actuellement c'est par injection seulement au Canada. Ouais, mais les pilules ça va bien faire. Hein, t'es d'accord? Ça vient d'être approuvé aux États-Unis. Ah ouais. Fait que les pilules, tu peux être sûr. En tout cas, on va voir les gens fondre autour de. Fait que en fait, tu sais ce qui est le pire? Écoute, faut que je te dise quelque chose, parce que je vais l'oublier. J'ai parlé à des médecins, puis j'ai dit bon, Ozempic, puis parlez-en à votre médecin. Fait que j'ai fait comme l'annonce dit, Christy, parle avec ton médecin. Puis c'est ce qu'ils m'ont dit sur le bord de la piscine. J'étais à Nassau, ça se glisse bien une conversation. J'étais en vacances. Ils m'ont dit, c'est quoi le problème, Monsieur Parent? C'est bon. C'est vraiment un bon médicament. Parce qu'il y a même des qualités pour le cœur. Fait qu'on aimerait ça dire que c'est de la chenoute, c'est pas vrai. Il disait pas que c'était parfait, mais il disait c'est un médicament efficace.
il fait ce qu'il a à faire, puis en plus, les scientifiques ont découvert qu'il y avait une propension à aider à prévenir les maladies du cœur. Imagine-toi, c'est comme 100%, pas 100%, mais on se comprend. Ouais. Ça va être, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de médecins qui, au début, hésitaient peut-être. Puis ce qui faisait hésiter les gens aussi, c'est que chaque injection coûtait 400$ aussi, là. Quand ça va être rendu à 70, on va se dire, oh, OK, là, tu sais. Et, ben, tu sais. Les prix vont diminuer parce que les génériques vont rentrer, mais la semaine passée, je parlais avec un cadre de Johnson & Johnson dans le domaine pharmaceutique. Okay, oui. Eux, ils n'ont pas de GLP-1, là, Johnson & Johnson, mais il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Là. Okay. Il m'a dit, le secteur pharmaceutique est en train de régler un problème qui a été créé par le secteur agroalimentaire. Vous avez, puis il me pointait du doigt, vous avez mis les gens gros. Okay? Les gens sont gros à cause de vous autres. Okay, on est en train de réparer ce problème-là. Là. Une pilule à la fois, une injection à la fois. Imagine, c'est incroyable. Mm-hmm. Quand il me dit ça, je dis wow. Parce qu'ils ont fait des milliards de dollars, là. Fait qu'ils arrêteront pas, là. Caroline, il y avait jamais vu ça en bourse en dedans de, pour les premiers temps, quand Ozempic est arrivé puis le générique était annoncé, la valeur boursière était plus grande que Google. Imagine-toi. Non, tu peux pas te lever un matin en disant ça. Ça prend quelque chose qui. Donc ça veut dire que la prétention des observateurs et des scientifiques, c'est que on aura beau dire ce qu'on veut, on aura beau expliquer tant qu'on veut, le monde la veut, puis ils veulent perdre du poids sans forcer. C'est pas compliqué, c'est ça la réalité. Exactement. Alors, donc non, le changement arrive assez rapidement. Là. Ouais. Tu sais, tes Coke et Pepsi, là, c'est sûr qu'ils sont là-dessus mur à mur. T'es d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui. Là, ils sont déjà dans l'eau, ils sont déjà dans les boissons énergisantes sans sucre, puis tout ça, mais ça va continuer, là. Mais vous avez vu l'action de PepsiCo, Coca-Cola, c'est en baisse de 15, 20, 25% depuis quelques années, là. Oui, parce que on est capable d'en prendre, mais quand ils vont nous arriver avec une eau diète, on y croira pas. Tu comprends? Il y a des limites Exactement. À ce qu'ils peuvent faire. Alors, parlons d'un autre sujet d'intérêt, c'est le prix du pétrole puis la chaîne alimentaire. Nous autres, on connaît moins ça que toi, mais jusqu'à quel point le prix du pétrole influence directement ou indirectement le panier d'épicerie? Parce que beaucoup de choses transportées, hein, on le sait. Ouais. La filière agroalimentaire est une filière vraiment intensive pour ce qui est de l'énergie. Ouais. Pour ce qui est de l'énergie, là, ça c'est clair. Alors c'est sûr que il y a une corrélation assez forte entre le coût énergétique et le prix des aliments. C'est sûr qu'il y a un délai. Lorsque le baril du pétrole, par exemple, est à un prix élevé pendant un bon bout de temps, là, on parle de 3 à 6 mois, là, c'est sûr que ça a un impact sur le prix des aliments, surtout au Canada, puisqu'on transporte beaucoup de produits. Là, évidemment, M. Carney a annoncé récemment qu'on enlevait la taxe pour cet été, ce qui va aider, parce que le diesel, c'est 4 cents quand même. Ouais. Ben ça va aider un petit peu, mais ça fera pas une grosse différence là, quand même. Non. Mais on le voit qu'il y a une sensibilité autour des coûts énergétiques qui pourraient influencer le prix des aliments justement au détail. Là. Est-ce que acheter local, c'est encore une solution? Ben, l'été, c'est plus facile, puis l'automne, nous, pour les légumes, entre autres, mais c'est un luxe acheter local? Parce que moi, quand je regarde à l'épicerie, j'aime ça encourager, mais tabarouette. Des fois, c'est la même, une botte de radis et une pièce et demie, 2 pièces plus cher. Faut que je l'aime, mon producteur, là, tu comprends? Non, mais je vais être honnête, là, c'est ça la réalité, là. Ben, c'est la différence entre le local et puis le conventionnel, si on peut l'appeler ainsi, c'est que le prix des produits locaux, en fait, fluctue beaucoup moins. Okay. Il est élevé, mais il fluctue beaucoup moins. Donc, on n'est pas à la merci de crise géopolitique, de facteurs systémiques là, comme c'est ça qui est la différence. Donc quelqu'un qui va acheter local, ben il a un budget, puis le budget change pas trop. Okay. C'est là, elle a l'avantage. Des fois puis des fois t'as une volonté, puis tu fais des choix aussi. Chacun fait des choix. Là. Bio, puis tout ça. Mais il reste que récemment, j'ai fait mon enquête que je fais toujours pour faire sourire le monde, mais je demande à mon gérant à l'épicerie, je dis comme les produits bio, qu'est-ce que ça dit? Ben, il dit, va aller aux Brivières, c'est eux qui en mangent. En disant qu'ils n'arrivent pas à en vendre assez. La compagnie leur demande d'en avoir beaucoup, des produits bio, des produits, mais il dit, le volume est pas là. Fait qu'au bout de la semaine, au lieu on jette pas, il dit, on envoie ça à des organismes de charité, mais il dit, moi, si c'était ma business à moi tout seul, je pourrais pas faire ça, là. Mais les grandes chaînes veulent qu'ils en gardent. Puis c'est correct, je dis pas que personne n'achète, là.
Ouais. Mais, tu sais, t'as des bananes. Mettons, je regardais chez Walmart, les bananes étaient à 71 cents de la livre, puis les bio étaient à 1,15, 1,16. Il y a pas beaucoup de monde qui hésite, là. Tu comprends? On se dit, les bananes. Non, c'est sûr. Bon, c'est ça. Ouais. Les bananes, en fait, c'est ça. Bananes du Québec. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a du Québec, hein, en passant. Arrête. Des bananes du Québec. Ben, tu vas m'arrêter. Saint-Eustache. En serre? Saint-Eustache. Oui. Ah ben, bâtins. Je savais pas. Ouais, je pense qu'on a 6 ou 7 arbres. Je pensais que tu me disais, on a 6 ou 7 bananes. Non, c'est vrai. C'est la petite production, puis je pense que la douzaine de bananes, c'est comme 6 ou 7 $, là. C'est très, très cher, là, mais quand Es-tu même. bonne? Y a-tu goûté? Faudrait que tu y goûtes à un moment donné. Hey, tu ferais un Christy bon article avec ça ou un bon podcast. Ça a été dans la presse, dans le Journal de Montréal, récemment, puis j'ai ri, là, mais c'est sûr que fais-toi inviter là, à un moment donné. Tu pensais comment tu pourrais t'amuser? J'ai mangé une banane québécoise. Juste le titre, le monde va être crampé. Surtout si c'est vrai. Ouais, c'est ça. En tout cas, à suivre avec toi. Dis-moi, je voulais te parler de fraude alimentaire parce que j'avais, Monet fait un podcast avec Isabelle Huot, puis on avait parlé de la fraude alimentaire, mais en termes de nourriture. Puis elle me disait, la plus grande fraude mondiale, c'était l'huile d'olive. C'est généralisé, c'est très difficile à contrôler. Tu mets tu coupes, entre guillemets, tu coupes ton huile d'olive, puis ça, bon. Fait que moi, j'avais ça en tête, puis là, le sirop d'érable, on est rendu là-dedans, nous autres. Je sais pas. Ça. Puis ils font la même chose, ils coupent, dans le fond, ceux qui vendent. En fait, tout ce qui est... D'abord, la fraude alimentaire existe depuis les temps romains. Hein. Ah, ben oui. C'est pas nouveau, là. Ben oui. C'est pas nouveau, là. Mais tout ce que d'ailleurs, je donnais une conférence sur la fraude alimentaire la semaine passée en Californie. Là. Wow. Fait que c'est pas un problème québécois ou canadien, c'est un problème mondial. En Amérique du Nord, là, la fraude alimentaire, là, c'est un problème qui nous coûte environ entre 50 et 75 milliards de dollars. Aïe aïe! Ouais. Parce que les gens disent, ben si l'industrie m'offre un produit moins cher, On va le prendre. Je vais le prendre. C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que quand il y a de nouveaux entrepreneurs qui veulent offrir un bon produit sur le marché, puis si tout le monde tourne les coins ronds, c'est plus difficile de voir une variété, de voir plus de compétition. Fait qu'il faut que les gens suivent les règles. Tout ce qui est liquide, tout ce qui est poudreux, épices, thé, café. C'est facile à couper, entre guillemets, rajouter d'autres choses, en enlever. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, exactement. Fait que l'huile d'olive, la raison pourquoi que Isabelle a dit que c'est l'huile d'olive, c'est que d'abord, l'huile d'olive, c'est pas donné. Il y a beaucoup de tests. Fait qu'on le sait. En passant, pour ce qui est du sirop d'érable, sans Radio-Canada, on ne saurait pas, là. Ouais. Hein. On ne saurait pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas d'organisme qui surveille la nourriture au Québec? Oui. L'Agence canadienne des inspections des aliments. De façon aléatoire, on va tester une fois de temps en temps, mais il faut une plainte. Il faut quelqu'un qui se plaint. Moi, j'ai l'impression, ce qui est arrivé dans ce cas-ci, c'est qu'il y a un producteur quelque part là, qui a dit je vais appeler Radio-Canada, puis je vais leur donner un petit filon. Là, allez donc voir ce gars-là, mettons. Allez donc voir ce filon. Allez faire des tests, là. Puis vous allez voir probablement qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Puis là, depuis quelques jours, on a vu Farm Boy, IGA, Adonis déclarer qu'on retire les produits parce que justement, puis souvent les gens vont blâmer le producteur. C'est un producteur qui est misé. D'ailleurs, il y a une action collective contre lui. Mais il faut aussi blâmer les bannières parce que les bannières sont responsables. Il y a des bannières qui n'ont pas eu de problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé les bonnes questions. OK. Je comprends. Mais il y a des bannières qui n'ont pas posé de questions. Ils ont pris la canette qui ressemblait pas du tout à la canette ordinaire de sirop d'érable, là, avec le chariot, pis les chevaux, puis tout ça, là. Ils ont acheté une autre canette, ils se sont pas posé de questions, puis là, ils sont surpris. Fait le blâme doit être redistribué à travers la chaîne alimentaire et le blâme doit être aussi on doit pointer du doigt aussi les bannières autant que les autres. Tu sais, ça me rappelle, puis je sais très bien que tu vas savoir de quoi je parle, mais ça me rappelle comme impact et comme parce que comme grosse référence en France quand ils vendaient du bœuf, en fait du cheval au lieu du bœuf, il y a eu un scandale épouvantable en France, c'est des enquêtes publiques tout, puis ça a marché longtemps, le public s'en rendait même pas compte. Et d'ailleurs, ma question était la suivante. Est-ce que le consommateur est en mesure de faire la différence quand il y a de la fraude? Honnêtement, là, sur le sirop d'érable. Pour ce qui est du sirop d'érable, moi, je pense que je serais capable de distinguer la différence. Là. OK. Puis vous aussi. Là. OK. Ah ouais. Mais dans le cas de l'huile d'olive, là,
Dans le cas de l'huile d'olive, c'est souvent l'huile de canola. Le problème avec l'huile de canola, c'est que des gens qui sont allergiques à ça. Puis c'est pas mentionné sur l'étiquette, là. C'est pas juste un problème socio-économique. Je comprends. C'est un problème de santé publique. Ben oui. Absolument. OK. Fait que la fraude alimentaire, c'est quelque chose de très, 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 très grave, là. Alors, c'est pour ça que, tu sais, c'est important de prendre ça au sérieux. Mais à chaque fois qu'il y a un cas de fraude au Canada, c'est en raison des médias qu'on le sait. Ouais, mais ça, c'était peurant parce que c'est pas parce qu'il manque de fonctionnaires au Canada, là. Ça va... non, mais soyons honnêtes, là, ça a pas... Mais tu sais, moi, je pense à des gens qui prennent ça à cœur, là, tu sais, puis il y en a plein qu'on connaît, là, qui sont dans la sériculture, tout ça. Ces gens-là, ils doivent être en sacrifice, hein, tu comprends? Ce genre d'affaire-là de botchage qui peut nuire à la réputation. Il y en a qui vendent à l'international, tu le sais, on exporte beaucoup, là, de sirop d'érable. Fait qu'on n'a pas besoin de ça, là. Non, effectivement. De s'auto-pelure de bananiser. Ben, oui, c'est ça. Ben c'est pour ça que tu sais moi ça m'enrage quand je vois ça, tu sais parce que là on parle de sirop d'érable québécois là. S'il y a un système qui est bien surveillé, c'est bien la réserve stratégique du sirop d'érable, les tests qui sont effectués, on teste beaucoup là. Ben c'est juste qu'on a trouvé chez Steve Boudreau, l'acériculteur qui est mis en cause là, il a trouvé un moyen de contourner le système et de vendre directement aux épiciers. Je voulais faire une mise à jour parce que tu as parlé assez souvent de la fermeture des restaurants. Est-ce que ça s'est calmé un peu ou les prix ont pas baissé tant que ça là, mais de ce que tu entends, de ce que tu vois, qu'est-ce que ça dit? Non, il y a beaucoup de fermetures. Ouais, encore, hein? Ouais. Ben, à Québec, récemment, il y a eu, je crois qu'il y a eu un restaurant Michelin qui a même fermé récemment. Oui. Ouais. Non, il y en a régulièrement. C'est pas nouveau, là, il y en a chaque année, mais là, il y en a plus. C'est sûr qu'il y en a plus. Ouais. Et puis on se dit en même temps, quand on jase entre amis, si on est 100% honnête entre nous autres, presque tout le monde dit y aller un peu moins. C'est un plaisir d'aller au restaurant, d'accord. La plupart des gens oublient le prix, là, tu vas me dire, on rencontre du monde, tu sais, il y a plus de sortie aller danser dans les bars au Beaugard, un plus là, tu comprends? Notre sortie entre amis, des amis de Montréal, moi j'ai un couple d'amis, Alain Crête vient avec sa femme, vient à Québec. On va aller au restaurant manger, ça va être notre sortie, tu sais. Je dis pas qu'on le fait plus, mais on dirait que la plupart des gens que j'écoute autour de moi, mettons 2-3 fois par semaine, on rendu à une ou deux. Fait que ça paraît au bout de la ligne. Ouais, ça paraît. Ouais, absolument. Puis c'est correct, c'est un cycle, hein. C'est juste ça. Tu sais, c'est pas une crise qu'on vit, c'est juste un cycle comme tel. Et puis moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un rebondissement l'année prochaine, tout simplement, parce que c'est quand même un secteur qui est très, très résilient, là. Oui, absolument. Puis l'intérêt reste toujours là. Vraiment tout le temps. Est-ce que tu penses que les Canadiens, à cause de la pandémie puis l'après-pandémie, on est plus stratégique ou on est encore plus stressé devant l'épicerie? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stratégies. Les gens sont plus connaisseurs des prix. Oui, plus que il y a du bon là dans ce qui est arrivé avec la pandémie. On s'est mis à regarder les prix, à aller à l'épicerie plus, puis on connaît les prix. C'est le fun de savoir les prix. C'est vraiment magasiner avec ça, c'est vraiment agréable. Ben moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, même il y a 10 ans, 15 ans, là, je parlais de prix alimentaires. Il y a beaucoup de monde qui connaissait pas le prix, là. Ben oui, c'est sûr. Ils regardaient pas les prix, là. Mais là, maintenant, on a un marché qui est beaucoup plus intellectualisé, comprennent mieux les prix. Fait qu'il y a de moins en moins de gens qui sont choqués par certains prix, dans le magasin, là, tu sais, souvent, ce qu'on voyait il y a quelques années, c'est que les gens prenaient une photo, mettaient ça sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais. Ouais. Mais les gens anticipent justement les prix. S'ils voient que les carottes sont trop chères, ils achètent pas. Ils vont ailleurs. Ils connaissent les options. On connaît bien les prix, mais en même temps, j'ai vu l'autre jour un reportage, puis je sais que c'était pas arrangé, fait que c'était un petit peu épeurant. Puis je me disais, attends un peu, je suis pas sûr, même chez nous, que je pourrais pas avoir des affaires simples, OK? On demandait aux gens, un 2 litres de lait, ça coûte combien? Et moi, dire, le monde, ça pédalait, je te jure, là, ça pédalait dans le vide, dans ta barouette. Récemment? 3 piastres. Oui. 3 piastres et demi, 3 piastres, un peu, là. Puis moi, je me dis, j'ai dit à ma blonde, c'est pas mal plus 5 piastres et plus, là. Ouais, c'est ça. Puis un pain, surtout, même affaire, pain. J'ai entendu les deux, le pain et le lait, puis là, je me dis, OK, on n'est pas complètement sorti de l'auberge, là. Ah ben. Le prix d'un pain. OK. 1,50, wow. 1,30, c'est tabarouette. Ouais, non,
moi, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. C'est juste pour se rappeler qu'on est pas si bon que ça. C'est ça. Ou peut-être, pour venir à l'argumentaire de l'économie en cas. Ouais. Peut-être que vous parliez avec des gens d'un bar, les riches, là, qui regardent pas trop les prix, là. OK. C'est possible. Est-ce que les jeunes générations achètent bien différemment de leurs parents? C'est une chose que vous analysez, ça? Ben c'est sûr que les plus jeunes n'ont pas d'enfants. Et bien sûr, ça change de la donne, là. Il y en a qui vivent seuls. Il y en a qui vivent encore avec leurs parents, là. Ça, c'est la génération Z, là. Fait que c'est sûr que ça change un peu la façon. Mais on voit que le prêt à manger est très populaire. Mais l'autre affaire qui me fait rire des fois, parce que quand on parle de prix alimentaire, on dit toujours qu'il y a beaucoup de monde qui en arrache, mais les jeunes commandent beaucoup en ligne. Et tabarouette. C'est des DoorDash, Uber Eats, tu sais. Puis ça coûte cher. Moi, j'ai pas les moyens de commander en ligne. Comment ça que les jeunes ont les moyens de commander en ligne, tu sais? C'est incroyable. Fait que, non, ils commandent en ligne, c'est la livraison, la totale, là, puis il y a aucun problème. Bah ouais, je vais avoir le déshonneur de dire que j'ai un moment surpris mon fils avec 3 de ses amis dans le sous-sol chez nous à, je te dirais, 250 mètres de la rue Cartier, se commander de la crème glacée l'été par Uber. J'ai dit, êtes-vous malade? Vous avez commandé Uber qui était au coin, deux rues plus loin, pour avoir de la crème glacée. C'est juste là. Ouais, mais dans notre film, on veut pas perdre le feeling. Hey, laisse faire le feeling. La rue Cartier, y en a-tu des choix? Ben oui. Puis la rue Cartier, c'est une rue super agréable. Ben oui, oui. Où tu peux voir toutes sortes de monde. Non, écoute, c'est pour dire que, là, juste donner un exemple. On est tous, comme je te dis, moi, je leur ai dit à la même affaire. Je dis d'abord, c'est une question de paresse. Deuxièmement, vous êtes riche en tabarouette de faire ça, là. Oui, c'est ça. Dernière question. Moi, c'était votre argent. C'était peut-être pas son argent. Non, là, arrête. J'ai même dit, à un moment donné d'une chronique, je disais, j'ai reçu le prix de la plaquette d'or de Uber, j'ai jamais pris Uber de ma vie. Mais c'est pas... Ça, c'est quelqu'un qui a trouvé le numéro de ma carte, comprends-tu? Ouais, c'est ça. Hey, je vais te demander de jouer au devin pour le fun. Est-ce qu'on se dirige vers une crise alimentaire plus grande ou une stabilisation? Stabilisation. Ouais, on s'en va vers ça. D'ici quelques mois, c'est l'an prochain ou? En fait, c'est sûr que, tu sais, il y a quelques angles de mort, là. Ouais. Le Moyen-Orient en est un. L'entente de libre-échange avec les États-Unis en est un autre. Ça pourra changer la donne un peu. Mais en gros, moi j'ai confiance. Je suis un optimiste de nature. Là. Moi je pense que tu sais on paniquera pas. C'est juste que moi ce qui m'inquiète c'est tu sais les barrières interprovinciales, c'est la bureaucratisation, taxe le carbone. Je trouve qu'on s'impose beaucoup d'obstacles sur nous-mêmes qui empêchent le secteur à évoluer davantage, contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis, où ce que vraiment les États-Unis ça roule. Pas mal rond, la libre circulation est plus grande. Mais oublie pas que quand Trump est arrivé avec ses tarifs, on vient à faire qu'ils ont fait une grosse réunion des premiers ministres des provinces, puis là c'est fini les barrières tarifaires. C'est bullshit, là, excuse-moi là, mais c'est pas arrivé là. C'est pas arrivé. Non. C'est pas arrivé encore parce que c'est ça justement. On revient un peu à la couverture médiatique qui est déficiente un peu. Tu sais, en juillet de l'année passée, en juillet 2025, Monsieur Carney a dit les barrières interprovinciales, ben on les élimine. Puis les gens pensent qu'ils sont éliminés. C'est pas sont encore là. Il l'a dit, mais ils sont encore là. Ouais, c'est ça, exactement. La taxe le carbone, les gens pensent qu'elle est partie, elle ne l'est pas partie. Elle a été réduite à 0, puis la taxe industrielle, elle est toujours là, affectant le coût des intrants pour les agriculteurs. Le transport. Pour venir à l'Union des producteurs agricoles, savez-vous que les membres de l'Union des producteurs agricoles ont payé pour au-delà de 500 millions de dollars en taxes sur le carbone depuis une dizaine d'années. Wow. Nos agriculteurs là, qui peuvent pas aller récupérer l'argent d'ailleurs. Là. Tu sais, c'est ce genre de politique-là qui nous nuit finalement. Et les agriculteurs sont les plus grands protecteurs de l'environnement qu'on a. Là. Complètement. Ils ont besoin d'environnement pour faire de l'argent. Non, écoute, c'est un bon point. C'est un punch pour finir. Merci beaucoup, Sylvain. Le Full Professor. Parfait, salut. Salut, bye, merci.